Donc, on commence par le commencement, donc par la vitamine A. Donc, la vitamine A, vous savez que donc la forme bioactive de la vitamine A, c'est le rétinol. On a aussi l'acide rétinoïque qui est un métabolite du rétinol et qui est aussi une forme bioactive de la vitamine A. Donc les deux, en réalité, sont responsables de toute une série d'adaptations immunitaires, que ce soit sur les macrophages, des lymphocytes, des cellules dendritiques, etc. Donc au niveau, par exemple, si on prend l'exemple des macrophages, au niveau des macrophages, on a une meilleure différenciation avec la vitamine A. On voit ça sur des études là, qui montrent donc le niveau de différenciation des macrophages et donc les déficits en vitamine A. Donc là, on a un problème de différenciation au niveau des macrophages dans ces cas de déficit en vitamine A. Autre chose aussi qui revient assez souvent, c'est notamment donc l'activation des macrophages dans l'activité antitumorale, donc ce que vous voyez juste ici, donc recrutement et activation des TAM. Donc les TAM, c'est euh, en fait l'activation des macrophages dans les cas de tumeur. Et puis vous avez aussi la polarisation M2. Donc la polarisation M2 par rapport aux macrophages, c'est un état en réalité, c'est un état de polarisation, un état d'activité du macrophage. On a deux états, on a l'état M1 et M2. Donc M1, on le voit plutôt dans les cas d'infection bactérienne aiguë. Parfois, c'est délétère quand c'est trop exagéré. Et le M2, c'est plutôt dans les infections bactériennes qui deviennent chroniques. Donc, dans le cas ici de la vitamine A, on a une amélioration d'activation des macrophages dans ce sens-là, donc dans cette polarisation M2. Également par rapport à tout ce qui est lymphocyte T, donc que ce soit la différenciation des Treg dont Patricia avait déjà parlé au départ, ou même les T mémoires, et tous les autres types en fait des lymphocytes T sont dépendants aussi d'un taux de vitamine A suffisant. Pareil également pour l'activité des cellules dendritiques. Et également, donc ici, ce schéma est tiré d'une étude là, qui résume un peu les activités immunomodulatrices de la vitamine A, mais il y a aussi d'autres activités ici qui ne sont pas incluses ici, notamment par rapport aux polynucléaires neutrophiles, basophiles, etc. Donc, ça, c'est par rapport à la vitamine A. Vous avez aussi donc tout le complexe B. Donc, inutile ici de détailler chaque vitamine du groupe B parce que de toutes les façons, on n'aura pas le temps pour voir ça. Mais en même temps, par rapport au complexe B, les vitamines du groupe B fonctionnent ensemble. Donc, en corrélation, vous savez que donc, les trois fonctions principales des vitamines du groupe B et sur lesquelles se sont basées depuis c'est-à-dire anciennement, depuis les années 60-70, donc la plupart des études, c'est la fonction cognitive, l'hématopoïèse et également le métabolisme énergétique, mais on voit de plus en plus d'études sur les différentes vitamines du groupe B euh, avec leur activité immunomodulatrice qui est extrêmement importante, à la fois dans le sens donc de l'hématopoïèse et aussi dans le sens également de l'activation en fait du cycle de Krebs, des mitochondries, donc du métabolisme énergétique pour les cellules du système immunitaire, mais on a aussi des actions qui sont indépendantes, complètement indépendantes de ces deux voies-là, donc du métabolisme énergétique et de l'hématopoïèse, notamment des actions qui sont directement antivirales. Donc, comme vous pouvez le voir ici sur ce schéma, tiré également d'une étude ici, la vitamine B9 qui a une action qui va empêcher la fixation des virus au niveau des cellules, donc empêcher en quelque sorte leur pénétration. On a aussi tout un ensemble de vitamines du groupe B, B3, notamment B5, B6, qui vont aussi B12 et autres qui vont avoir aussi une action sur la tempête cytokinique, donc une action modulatrice, donc modulation à la baisse
antibactérienne sur donc, l'ensemble de ces vitamines du groupe B. Donc, les vitamines du groupe B fonctionnent en général très bien sur les maladies ou les infections virales et fonctionnent ensemble en général en corrélation. La vitamine C, bien entendu, c'est très bien connu donc pour ses activités plutôt immunostimulantes, plus immunostimulantes que immunomodulatrices. Donc la vitamine C intervient notamment dans la différenciation des cellules progénitrices en cellules lymphocytes notamment, mais aussi dans les fonctions des différentes cellules du système immunitaire, notamment les polynucléaires ou les lymphocytes, ou même les cellules NK. Donc, la majeure partie en fait des fonctions des cellules du système immunitaire, notamment par exemple la production des lymphocytes, plutôt des anticorps par les lymphocytes B, l'activité cytotoxique des lymphocytes T également, ils sont toutes médiées par la vitamine C. On trouve toujours dans ces voies métaboliques quelque part, donc la vitamine C qui est cofacteur aussi. Donc l'activité aussi anticancéreuse de la vitamine C a été bien étudiée, que ce soit donc à des doses normales ou à des mégadoses ou des doses plus élevées. Entre autres, donc on a l'activation des NK ou même aussi l'induction de l'apoptose, donc à travers par la vitamine C, ou également ce paradoxe qu'on a avec la vitamine C qui, à des doses normales, fonctionne comme antioxydante, mais à des doses plus élevées, fonctionne comme pro-oxydante au niveau des cellules cancéreuses notamment. Donc tout ça fait partie de toute la gamme d'effets qu'on peut avoir avec la vitamine C. Pour la vitamine D, bien connue, beaucoup plus pour son effet immunomodulateur, mais on a également une partie aussi des effets de la vitamine D qui est immunostimulante, puisque je rappelle que par rapport à la vitamine D, on a besoin de la vitamine D pour la conversion des cellules progénitrices, la différenciation tout simplement des cellules progénitrices en leucocytes. Donc toutes les formes de cellules du système immunitaire se différencient grâce à la vitamine D, entre autres, comme cofacteur. Ça, c'est très important, mais en même temps, d'un autre côté, on a cette activité immunomodulatrice au niveau des fonctions, au niveau des différentes fonctions, okay, donc notamment la fonction des pro-inflammatoires, surtout sur les neutrophiles notamment, donc tout ce qui concerne l'inflammation de second degré, donc l'inflammation chronique est modulée à la baisse également par la vitamine D, et c'est pour ça que dans des cas par exemple d'inflammation de bas grade, d'obésité par exemple, on trouve toujours une association. C'est un des facteurs, mais on trouve toujours une association avec une carence ou un déficit en vitamine D, parce qu'elle est surutilisée, le pool de vitamine D est surutilisé lors de l'obésité à cause donc d'une inflammation constante, donc la fameuse inflammation de bas grade. La vitamine D a aussi un effet très important sur tout ce qui est gestion de la cancérogénèse, puisque indépendamment de tous les effets sur le système immunitaire, donc on a aussi ces effets sur le cycle cellulaire, sur la différenciation, le cycle cellulaire, les divisions cellulaires de toutes les cellules, pas uniquement au niveau du système immunitaire. Le récepteur de la vitamine D, on le retrouve dans absolument toutes les cellules de l'organisme. Et donc, de ce point de vue, donc, on a une régulation en fait, du cycle cellulaire et donc, en même temps, une régulation également des NK et par là même donc une régulation du mécanisme de la cancérogénèse. Donc les carences en vitamine D sont associées en général avec un risque plus élevé de cancer, de certains cancers en tout cas. Pour la vitamine E également, donc les formes bioactives en fait de la vitamine E, on en a 8, donc on a 4 tocophérols et 4 tocotriénols, mais la forme la plus importante c'est l'alpha-tocophérol.
Donc, c'est celle qu'on retrouve en plus grande quantité dans les aliments, mais celle aussi que le corps utilise de façon plus importante, bien qu'on ait aussi d'autres formes qui sont aussi importantes que l'alpha-tocopherol, comme la gamma-tocopherol, par exemple, et d'autres types c'est-à-dire d'autres formes de vitamine E. Donc, pareil, par rapport à la vitamine E, on a une activité qui fonctionne en parallèle aussi avec d'autres vitamines comme la vitamine C, comme la vitamine D, qui fonctionnent en fait comme cofacteurs en synergie sur notamment donc, c'est une activité plus immunomodulatrice que immunostimulante. Donc, sur, par exemple, l'augmentation de la prolifération des macrophages notamment, et également l'activité des lymphocytes aussi, la production également des anticorps également à partir des lymphocytes B. Pour la vitamine K, on la connaît souvent pour son effet sur la coagulation. Donc ça, c'est bien connu, bien documenté. Également, une certaine forme de vitamine K, la vitamine K2, est connue aussi pour ses effets sur également la fixation du calcium au niveau du tissu osseux comme cofacteur avec la vitamine D, le magnésium, le phosphore, etc. On la connaît moins, par contre, pour ses effets sur l'immunité, notamment des effets sur ces effets antiviraux, par exemple. Bon, il y a quelques études qui ont été publiées jusque-là sur le rapport entre la vitamine K, notamment la vitamine K2, coagulation, agrégation du sang et infection Covid notamment. Mais pas que, on retrouve aussi d'autres études enfin, d'anciennes études sur d'autres types d'infections virales ou d'infections bactériennes aussi, donc des infections qui induisent un taux d'agrégation sanguin qui est plus important et qui fait que euh, on, on ait plus d'inflammation, donc que ça favorise plus d'inflammation. Donc, un taux normal de vitamine K, notamment vitamine K1, K3 et par conséquent vitamine K2, puisque c'est un métabolite des deux autres, permet d'avoir indirectement, en réalité, une activité antivirale et également ça permet aussi de réguler la coagulabilité du sang et l'agrégabilité du sang. Ça permet aussi de réguler aussi donc à la baisse tout ce qui concerne les tempêtes cytokiniques et également leurs effets délétères avec les thromboses et tout ce qui s'ensuit. Également, une autre molécule extrêmement importante, notamment le glutathion. Ici, on parle notamment du N-acétylcystéine, qui est en fait le meilleur précurseur pour la synthèse du glutathion. Je rappelle que le glutathion est un tripeptide composé de cystéine, glycine et glutamate. Donc, les essais cliniques, plutôt les études chez l'animal et chez l'humain montrent que la supplémentation en acétylcystéine améliore de façon très importante, voire parfois spectaculaire, le taux de synthèse de glutathion, plus que le glutamate et la glycine, bien qu'ils soient aussi des précurseurs. Donc le N-acétylcystéine, étant le meilleur précurseur pour le glutathion, va permettre une meilleure protection, notamment, entre autres, des macrophages et de toute la gamme des cellules qui effectuent la phagocytose, que ce soit notamment, entre autres, donc les NK, les neutrophiles, donc les macrophages. Donc, vous savez que si on prend l'exemple d'un macrophage, donc dès que un macrophage phagocyte un agent pathogène, il va produire à l'intérieur donc des espèces réactives d'oxygène et des espèces réactives de nitrogène pour détruire donc ce qui a été phagocyté, le contenu. Et donc, en général, en moyenne, au bout d'une vingtaine de cycles de phagocytose, le macrophage est détruit. Donc, et
Et donc, la protection en fait, du macrophage contre ce stress oxydatif qu'il produit lui-même pour détruire ce qu'il a phagocyté passe justement par des antioxydants et principalement le glutathion, notamment donc l'activité du glutathion à travers les thiorédoxines, à travers les glutarédoxines, mais aussi à travers donc le cycle du glutathion classique, le cycle redox par le biais des deux enzymes glutathion peroxydase et glutathion réductase. Donc, l'activité du glutathion est principalement en fait immunoprotectrice, surtout en ce qui concerne la réponse immunitaire innée, okay, avec notamment les macrophages, mais elle est aussi anti-inflammatoire. Donc, à travers donc, tout ce qui produit au niveau des tissus, donc, comme effet antioxydant, ça produit aussi une activité anti-inflammatoire qui n'est pas une activité anti-inflammatoire qui n'est pas en contradiction avec donc l'activité, comme on avait dit, des macrophages. Donc, ça fait baisser en fait l'inflammation silencieuse, l'inflammation chronique. On a un autre antioxydant qui est aussi puissant, donc coenzyme Q10. Coenzyme Q10, il faut savoir que c'est parmi les rares antioxydants préventifs, c'est-à-dire que avec le coenzyme Q10, on va avoir une baisse de la production des radicaux libres, alors que la plupart des autres antioxydants, qu'ils soient enzymatiques, non enzymatiques, endogènes, exogènes, vont avoir plutôt une activité antioxydante une fois que les radicaux libres sont produits, donc une activité de neutralisation des radicaux libres. Le coenzyme Q10 fait partie aussi de la voie de phosphorylation oxydative, donc cette deuxième voie qu'on trouve dans les mitochondries, donc qui est celle qui s'occupe du transport des électrons et donc de la production ensuite de l'ATP. Donc à travers ces deux fonctions, à la fois donc antioxydant et aussi producteur d'énergie, le coenzyme Q10 va avoir aussi des effets très puissants sur le système immunitaire. Je rappelle que physiologiquement parlant, le système immunitaire, avec le système digestif, avec aussi tout le système d'appareil locomoteur, le système nerveux, ce sont en fait les systèmes et les appareils qui vont consommer le plus d'énergie. C'est pour ça que, par exemple, quand on a une infection aiguë, une grippe, par exemple, dès qu'on se repose, on a les symptômes de la grippe qui commencent à apparaître. Donc, c'est le système immunitaire qui est en train d'activer et de se défendre et de créer de l'inflammation pour détruire le virus de la grippe. Dès qu'on commence à bouger, le pool d'énergie est dirigé vers la locomotion et les symptômes diminuent. Donc, le coenzyme Q10 aide dans ce sens-là avec son activité immunostimulante et aussi immunoprotectrice, donc les cellules du système immunitaire notamment, et surtout les cellules qui interviennent dans la réponse innée à bien fonctionner, avoir l'énergie suffisante et en même temps à se protéger contre le stress oxydatif exactement avec le même principe qu'on avait déjà vu avec le glutathion. Par rapport aux oméga 3 également, donc les oméga 3, Patricia avait déjà expliqué en partie donc cette partie-là, donc la voie de l'inflammation et comment elle est modulée par les oméga 3 et les oméga 6. Donc les oméga 3 ont cette activité anti-inflammatoire. Donc si on prend par exemple certains des effets des oméga 3, on trouve par exemple par rapport aux polynucléaires neutrophiles une augmentation d'activité notamment de phagocytose des neutrophiles, également par rapport à l'activité de phagocytose des macrophages également, une augmentation de cette activité, une augmentation aussi de la polarisation M2, mais aussi une diminution des cytokines pro-inflammatoires qui pourraient entretenir l'inflammation, ce qu'on appelle l'inflammation de bas grade dans les cas par exemple de syndrome métabolique ou l'inflammation silencieuse. Également, on a une activité immunomodulatrice sur notamment les lymphocytes T et les lymphocytes B,
avec une certaine augmentation, notamment de la production de certains anticorps, IgM par exemple, une augmentation aussi de l'activité des T régulateurs au niveau donc des lymphocytes T. Ça, c'est très important. Maintenant, par rapport à cet effet anti-inflammatoire, donc, vous avez compris que par rapport aux oméga 3, on a surtout donc, leur effet sur le système immunitaire qui passe principalement et fortement par cet effet anti-inflammatoire. On a sur le marché plusieurs sources d'oméga 3. Donc, on a notamment la source qui est la plus connue, donc l'huile de poisson, huile de krill, l'huile de calanus. Donc, krill, calanus, c'est des zooplanctons qui sont aussi assez riches en oméga 3, mais aussi qui sont riches aussi en antioxydants, caroténoïdes, pardon, comme par exemple l'astaxanthine. Donc, la différence ici, globalement, enfin, ça nécessite beaucoup plus d'explications, mais globalement, pour simplifier, la différence entre ces différentes sources, c'est que l'absorption intestinale des oméga 3 issus de ces sources-là est différente en réalité en fonction de ces sources. Si on prend par exemple le krill, l'huile de krill contient des oméga 3 qui sont associés à des phospholipides. On sait que les phospholipides ont une voie directe d'absorption au niveau des entérocytes, donc une voie d'absorption très rapide. On a une absorption qui se fait dans l'heure qui suit, donc une absorption rapide. Là, on a, en ce qui concerne le krill, des oméga 3 à absorption rapide. Alors qu'en ce qui concerne l'huile de calanus, on a plutôt des oméga 3 associés à des esters de cire, où là, l'absorption est très lente. Donc, il s'agit ici d'oméga 3 à absorption lente. On peut aller sur des phases d'absorption, des périodes d'absorption qui durent entre 8 à 12 heures à peu près. Et puis, pour l'huile de poisson, c'est la source classique où là, on a à peu près une absorption qui se fait entre 3 et 4 heures à peu près. Donc, c'est des sources différentes qui donnent des vitesses d'absorption différentes en fonction de ce qu'on a besoin en réalité. Dans des cas, par exemple, d'inflammation de bas grade, d'inflammation silencieuse, d'inflammation chronique, on aurait plutôt besoin de sources à absorption lente, voire absorption moyenne. Et dans des cas, par exemple, d'infection aiguë, là, on aurait plutôt besoin de sources surtout d'infection, d'oméga 3 à absorption rapide, voire également absorption moyenne aussi. On a aussi des polyphénols qui ont aussi une activité également sur le système immunitaire qui est une activité modulatrice, mais aussi indépendamment donc, de leur effet sur le système immunitaire directement, un polyphénol a une activité indépendante qui est antimicrobienne en général et anti-inflammatoire. Donc l'activité de ces polyphénols, notamment, entre autres, donc on a ici la quercétine comme exemple. Donc c'est une activité qui est à la fois antioxydante, anti-inflammatoire, antimicrobienne, anticancérogène et anti plusieurs choses en fait en fonction du polyphénol, parce que on a des activités comme ça qu'on retrouve qui sont très communes par rapport aux différents polyphénols et on a des activités aussi spécifiques pour chacun des différents polyphénols. Si on prend ici l'exemple de la quercétine, donc c'est un antiprolifératif notoire, donc ça c'est bien connu et bien documenté. C'est aussi un anti-inflammatoire très puissant. On est autour, si on compare avec l'activité antioxydante de la vitamine C, donc le fameux antioxydant standard connu par tout le monde, on est autour d'une activité antioxydante qui est de 30 000 à 40 000 fois plus que celle de la vitamine C. Cette activité antioxydante extrêmement puissante a aussi un rôle protecteur sur les cellules du système immunitaire, mais aussi une activité modulatrice à la baisse de l'inflammation, parce que en ce qui concerne les polyphénols, en réalité, ce sont des composants qui sont produits par des plantes. Et on sait très bien que l'action en fait, des plantes, l'action d'adaptation des plantes à l'environnement et au stress
qu'ils ont dans l'environnement, elle est différente en réalité de celle des animaux et des humains, dans la mesure où une plante va produire une molécule qui va avoir des effets pléotropes, donc des effets sur des voies qui sont liées mais qui sont complètement différentes. C'est ce qui explique en fait tous ces effets extrêmement puissants, notamment de la quercétine, effet antimicrobien, anti-inflammatoire, immunomodulateur, antiprolifératif, etc. Et antioxydants, etc. Donc c'est des molécules qui sont très puissantes en termes d'effets sur le système immunitaire directement ou indirectement. Alors, bien entendu, on ne peut pas ne pas parler du zinc dans ce qui concerne l'immunité. Le zinc, c'est, je dirais, l'oligo-élément principal qui a le plus d'activité sur le système immunitaire et l'oligo-élément le plus étudié en termes d'action sur l'immunité. Donc le zinc en tant que tel a une activité entre autres donc antioxydante, ça c'est bien connu, donc il fait partie d'une enzyme là qu'on appelle la superoxydismutase qui catalyse la première réaction de la première étape de l'antioxydation, mais il a aussi des effets qui sont modulateurs de l'immunité et qui sont immunostimulants, notamment pour les macrophages surtout. Il faut aussi dire que dans des cas, par exemple, d'infection bactérienne, et ça c'est une erreur en fait qui est très commune de dire qu'il ne faut pas utiliser de zinc en cas de pathologie bactérienne. Ça, c'est complètement faux. Dans la plupart des études qu'on a, donc le consensus scientifique en général, ça montre qu'en fait, un déficit en zinc augmente le risque d'infection bactérienne et si en cas d'infection bactérienne, ça augmente la sévérité et la gravité de la maladie. Et deux, un apport supplémentaire en zinc permet surtout à une meilleure réponse immunitaire, donc en termes d'immunité innée déjà, une meilleure réponse immunitaire, donc ce qui est très important. Alors maintenant, par rapport à l'argument qui est souvent expliqué par rapport à pourquoi il ne faut pas utiliser de zinc en cas d'infection bactérienne, c'est que les bactéries, ou en tout cas certaines bactéries, utilisent le zinc pour se multiplier et ainsi de suite. Mais il ne faut pas oublier que c'est beaucoup plus complexe que ça et que plusieurs des cellules du système immunitaire, notamment les macrophages, encore une fois pour rester sur cet exemple, ont des mécanismes en fait de piégeage et de séquestration du zinc, pas que du zinc d'ailleurs, du zinc, du fer et d'autres oligoéléments qui font qu'en réalité, et d'ailleurs l'un des mécanismes qui font que les macrophages détruisent entre autres plusieurs types de bactéries, c'est justement qu'ils vont les empêcher en réalité d'avoir suffisamment de zinc et donc les bactéries vont être ne vont pas pouvoir proliférer, vont être détruites en réalité. Donc, c'est des mécanismes qui sont très documentés. Ce n'est pas une ou deux études ou trois études. C'est vraiment très documenté dans la littérature scientifique. Donc, l'activité, ou plutôt l'impact du zinc sur l'activité du système immunitaire, que ce soit l'activité antibactérienne, antivirale, okay, est bien documenté et il faudrait, normalement, il faudrait avoir en tout cas suffisamment de zinc pour que le système immunitaire puisse fonctionner et puisse avoir une activité antimicrobienne, quelle qu'elle soit, y compris bactérienne. Le sélénium également. Alors, le sélénium va avoir des effets qui sont un peu plus différents par rapport au zinc, puisqu'en fait, il s'agit à la fois donc, de composants de ce qu'on appelle des sélénoprotéines qui ont des effets, entre autres, en tout cas certains sélénoprotéines ont des effets anti-inflammatoires, mais le sélénium est aussi un cofacteur d'une enzyme extrêmement importante, une enzyme antioxydante, donc la GPX, la glutathion peroxydase, qui va également, tel qu'on l'avait expliqué auparavant, avec le même mécanisme par rapport au glutathion, N-acétylcystéine, qui va protéger, entre autres, toutes les cellules qui produisent la phagocytose, en fait, qui font la phagocytose et qui produisent des radicaux libres
Donc, ça va protéger ces cellules-là. Donc, on le voit en fait, lorsqu'on a un déficit en sélénium, on va avoir une baisse en réalité d'activité, entre autres des lymphocytes. Et lorsqu'on supplémente en sélénium, on protège plutôt tout ce qui est macrophages, polynucléaires neutrophiles, NK, etc. On a également l'iode qui est extrêmement important également. Bon, on connaît souvent l'iode pour son effet sur la production des hormones thyroïdiennes. C'est un constituant des hormones thyroïdiennes, mais il a aussi des effets, indépendamment de tous ces effets sur la production des hormones thyroïdiennes, mais aussi sur les muqueuses. Il a aussi des effets directs sur la stimulation de la différenciation des lymphocytes T notamment. Le manganèse également, donc oligoélément qui est moins connu, qui est moins documenté dans la littérature scientifique par rapport à tous les autres oligoéléments, mais qui est suffisamment bien documenté, notamment dans son rapport avec les macrophages, où là, le manganèse va induire plutôt une activité antibactérienne aiguë des macrophages. Donc là, c'est plutôt ce qu'on appelle le phénotype M1 ou la polarisation M1 des macrophages qui est stimulée par le manganèse. Et donc, il fonctionne aussi en corrélation, en synergie avec notamment le zinc et le fer. Donc, tout à l'heure, quand j'ai parlé des macrophages qui séquestrent le zinc, eh bien, ils séquestrent le zinc, le fer et le manganèse aussi. Le magnésium, bien entendu, le minéral le plus important en ce qui concerne l'immunité, à la fois pour son effet indirectement anti-inflammatoire, mais aussi immunostimulant parce qu'il fait partie en fait de la voie de la glycolyse. On a besoin pour une voie, un cycle de glycolyse, une molécule de glucose qui est dégradée sur un cycle de glycolyse de au moins 4 molécules de magnésium, très important donc pour la production d'énergie pour les cellules du système immunitaire. Et donc, pour les effets aussi, des effets aussi anti-inflammatoires, on a aussi des effets qui ne sont pas directs, qui ne sont pas médiés directement, mais qui passent notamment par les résolvines, par les protectines, etc. Donc, à travers le magnésium.